Aujourd'hui, le squad, mon invité est Milena Suro, athlète de para-badminton, tout juste championne d'Europe, athlète paralympique de Paris 2024, mais surtout une sportive qui bouscule toutes les définitions classiques de ce que veut dire performer. Elle vit avec une maladie neurologique, elle est autiste et pourtant, ou peut-être même grâce à ça, elle a construit un rapport à l'entraînement, à la compétition et à la rigueur que peu d'athlètes comprennent vraiment. Afin de préparer l'épisode, j'ai écouté tous les épisodes du podcast de Milena. Et crois-moi, j'ai hâte d'échanger en détail avec elle car tu vas comprendre ce que tout sportif valide devrait apprendre des para-athlètes. Cet épisode va peut-être même changer ta vision du sport. Milena, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement aux quelques-uns qui ne te connaissent pas encore? Merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Milena, je fais du para-badminton à niveau international, paralympienne, tout juste championne d'Europe. J'ai un petit projet à côté, je fais aussi du para-snowboard, mais juste à niveau national. Et je suis podcastrice avec Journal d'une parabadiste où je parle de ma vie quotidienne d'athlète de haut niveau paralympique. Carrément, on aura l'occasion d'en parler. J'aimerais qu'on enchaîne directement sur ton actualité. Donc, comme tu l'as dit, tu es championne d'Europe. Et comme tu le sais, ce podcast s'appelle le Squad de la Performance. Et pour moi, le terme de performance, il avait vraiment son importance dans le titre. Même si parfois il est un peu galvaudé, tout le monde a un peu sa définition. Et tu vois, pour moi, la performance, elle passe par l'émotion. J'aime en fait cette notion de frisson. J'aime cette notion, tu vois, d'avoir les yeux qui s'humidifient. D'avoir cette vibration en moi quand je vois des exploits sportifs, que ce soit en direct, mais même parfois sur des documentaires. Et là, c'est ton premier titre international, et j'aimerais en fait que tu nous expliques ce que toi, tu as vécu juste après avoir gagné cette finale. Eh ben, pour le coup, c'est marrant que tu parles d'émotion parce que j'ai fait pleurer quasi toute l'équipe de France en tribune. Parce que c'est vrai que voilà, c'était non seulement mon premier titre, c'est un titre majeur parce qu'un championnat d'Europe, ça reste un championnat continental. C'est juste en dessous des championnats du monde et des Jeux paralympiques. C'est vraiment un titre majeur. J'ai beaucoup travaillé. Tout le monde sait les difficultés que je rencontre de par mes pathologies pour faire du haut niveau. Et puis pour le coup, j'ai vécu un été assez compliqué parce que j'ai perdu ma meilleure amie qui est décédée cet été et qui pour le coup était vraiment mon mentor sportif. C'est grâce à elle que je fais du para-badminton. On l'attendait depuis longtemps, ma médaille d'or, et du coup c'est vrai que quand j'ai gagné, ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Évidemment pour la victoire, mais pour tout ce que ça représente dans ma préparation qui a été forcément assez compliqué. Et du coup c'est vrai que ça a été incroyable là au moment où mon adversaire elle laisse tomber le volant et puis qu'en fait il est pleine ligne. Assez indescriptible tellement c'était un soulagement et puis une bouffée de bonnes ondes et d'émotions super positives, quoi. Trop cool. Et justement, comme tu l'as dit, tu es aussi athlète paralympique, notamment via les JO de Paris 2024. Sur le podcast, comme tu le sais, j'ai reçu plusieurs athlètes, Alexis Gendard, le plongeur, j'ai reçu Félix Bourg, le marathonien, la paire de beach-volleyeuses Aline et Clémence. Et donc toi aussi, tu as gagné le droit de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Quelle a été ta plus grande leçon suite à cette compétition? Moi déjà, c'était pas prévu que je sois sur Paris 2024 parce que j'ai commencé le para-badminton en 2022. Ma première saison complète à l'international, c'était la saison 2023, donc la saison de qualification. Donc c'est vrai que déjà arriver sur le haut niveau, sur une qualif, c'est pas forcément simple. Donc j'étais pas prévue sur Paris. J'ai réussi à me qualifier en faisant notamment une grosse perf au championnat d'Europe 2023 où j'ai fait médaille d'argent. Et du coup, voilà, je me qualifie vraiment in extremis parce que c'était le top 6 mondial qui se qualifiait. Moi, je finis 7 et j'ai été repêchée par une commission qui, qualifiait quelques athlètes pour compléter les tableaux. Et du coup, c'est vrai que ça a été plus que les Jeux, vraiment la qualif, parce que c'était un très très long process, très compliqué parce que comme je disais, c'était ma première saison internationale, donc j'avais aucun repère sur les routines, quel entraînement me correspond, comment je gère les tournois, les déplacements, quel timing, quel récup. Enfin, j'ai tout découvert sur la qualif. Et donc forcément, c'est clairement pas, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que arriver à se qualifier, c'était quasiment
quasiment plus une performance que derrière les Jeux parce que, alors oui, bon, évidemment l'immense bonheur de participer aux Jeux, mais j'ai eu aussi grosse tuile en fait 3 mois avant les Jeux, je tombe dans un escalier, et en fait ma moelle elle est déjà fragile et j'arrive en bas des escaliers, vraiment je peux plus bouger les jambes, je peux plus marcher, mais moi il faut savoir que je joue debout au BAD encore. Et du coup en fait j'ai préparé les Jeux au centre de rééduc, 3 mois de rééduc et j'arrive aux Jeux avec très peu d'entraînement, donc c'est vrai que j'étais juste super contente d'être debout pour les Jeux et de pouvoir y participer et pas de faire forfait parce que j'aurais très bien pu ne juste pas pouvoir y participer. Donc ouais, c'était vraiment... ça a été une grosse année et demie de rebondissement et grosse... ouais, il a vraiment fallu avoir un gros mental pour aller jusqu'à Paris et d'être debout devant ce public, quoi. Tu disais que tu jouais debout. Ça, c'est en lien donc à ton trouble neurologique et qui te cause des spasticités. Est-ce que tu dirais que cette spasticité, elle t'aide ou est-ce qu'elle joue contre toi dans ton activité, dans ta pratique? Alors, il y a les deux. En fait, ma spasticité aujourd'hui, elle me permet d'être encore debout parce que j'ai quand même un gros déficit moteur dans les jambes, un peu dans les bras aussi. Mais du coup, la spasticité, elle me permet encore de tenir debout parce que j'en ai beaucoup dans les fessiers, j'en ai un peu dans les quadris. Donc c'est vrai que cette spasticité au niveau de ces groupes musculaires, elle me permet encore d'être debout, de jouer debout. Par contre, c'est vrai que du coup, au fur et à mesure d'un match ou en fin de compétition, elle va beaucoup m'handicaper parce que je vais avoir énormément les jambes qui tremblent. J'ai les mollets qui, qui sont complètement contractés, donc c'est assez compliqué derrière pour la propulsion. Parfois, je vais me mettre à courir en avant, puis je vais être totalement bloquée. Donc, il y a cet aspect que ça m'aide beaucoup à tenir debout, et sans ça, je ne pense pas que je pourrais faire du badminton debout encore. Et à la fois, à certains moments assez importants, je vais devoir un peu la combattre pour pouvoir quand même aller chercher les volants, finir les matchs. Donc c'est un peu un jeu d'équilibriste sur le sujet, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit que là où ça peut être complètement une limite perçue par certains, notamment je pense chez des athlètes, enfin, pardon, chez des personnes qui ont ce type de troubles mais qui sont sédentaires, bah, toi en fait dans ton activité c'est vraiment quelque chose qui est une aide. Et justement, le handicap, ça peut souvent être perçu comme une limite. Toi, pour plein de raisons, je crois que tu le vois différemment. Est-ce qu'à un moment donné, pour toi, dans ton quotidien d'athlète, donc en para-badminton, c'est devenu un levier de performance? Bah, en fait, déjà, factuellement, je suis sportive de haut niveau grâce à mon handicap, parce que si j'avais pas mon handicap, alors avec des si, c'est comme tout, hein, on refait le monde, mais aujourd'hui, j'ai eu la porte ouverte au sport paralympique et du coup derrière au sport de haut niveau grâce à mon handicap. Faut savoir que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du tennis à haut niveau, donc avec les valides. J'ai été en sport-études, je rêvais vraiment de devenir pro. Ça n'a pas pu se faire parce que notamment j'étais tout le temps blessée, j'avais des grosses douleurs aux jambes. Donc à l'époque, on ne le savait pas, mais en fait, j'avais déjà les premiers signes de ma maladie, mais avec vraiment personne qui s'y était intéressé, et puis du coup pas de diagnostic. Donc j'ai dû abandonner ce rêve de haut niveau. Ça a été vraiment super dur pour moi, parce que vraiment je vivais que pour ça. Moi, le tennis, j'en faisais tous les jours, c'était toute ma vie. Du coup, quand ça n'a pas pu se faire, ça a été super dur pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à tourner la page. Donc c'est vrai que quand j'ai eu mon diagnostic de maladie neuro, alors déjà il y a le soulagement d'enfin, quand ça fait 15 ans que tu as des symptômes, que tout le monde te dit c'est normal, c'est parce que tu grandis. Donc tu as l'impression au bout d'un moment que tu es un peu folle et tout. Donc c'est vrai que déjà tu as un peu ce soulagement de te dire ok, je suis pas folle, il y avait vraiment un truc. Et puis après j'ai eu un peu des traitements qui aident la spasticité et tout, donc au niveau douleur beaucoup mieux. Et puis à cet instant-là, je me dis, mais en fait, du coup, si j'ai un handicap moteur, je suis éligible en parasport. Si je suis éligible en parasport, je peux faire les Jeux paralympiques. Et du coup, ça a vraiment été le début de ma nouvelle vie. Ouais. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, la vie que je mène, elle est clairement grâce à mon handicap. Alors après, évidemment, mon handicap m'a fermé les portes de mon ancienne vie, parce que j'avais un autre métier, j'étais chef d'exploitation agricole, donc c'est vrai que j'ai dû arrêter. Donc c'est pareil, ça n'a pas forcément été facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis mon rêve de gosse, littéralement,
grâce à ça. Donc, Alors que factuellement, dis-moi si je me trompe au niveau des dates, mais tu as été diagnostiqué à 25 ans, alors que ça faisait depuis l'âge de 10 ans, 15 ans? 10 ans à peu 10 ans, près donc que ça faisait plus de 15 ans en fait que tu vivais avec ce trouble-là. C'est ça. Et c'est intéressant de voir à quel point déjà tu peux voir le verre à moitié plein via ce diagnostic, alors que beaucoup pourraient se dire elle va s'effondrer. C'est intéressant ouais, de voir comment tu as réagi par rapport à ça. Ben, c'est vrai je trouve, c'est vrai que je suis amenée à côtoyer pas mal de personnes qui ont plein de handicaps différents. Et il y a vraiment deux profils différents, entre guillemets. Il y a ceux qui, du jour au lendemain, ont un accident. Et là, forcément, bah, leur vie, elle change du jour au lendemain. Et pour eux, c'est une catastrophe, évidemment. Et il y a ceux qui sont en errance médicale pendant longtemps. Et en fait, qui vivent les symptômes et le handicap, mais sans avoir aucune reconnaissance, sans avoir de soutien, de traitement, de réponse. Et qui, du coup, le jour où on leur dit en fait, c'est ça. Tu fais enfin un examen qui montre, ok, là, tu vois, c'est là qu'il y a un problème. Et en fait, ce jour-là, c'est une délivrance. Même si effectivement, tu as 25 ans, tu as un médecin qui te dit, bah, il y a une maladie neurologique et lui, il prend des pincettes parce qu'il a en face quelqu'un qui a 25 ans et c'est assez horrible en soi. Ouais. Et sauf qu'en fait, quand ça fait 15 ans que tu galères, c'est juste un soulagement. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup ce schéma chez les personnes qui sont en errance. Alors pour le coup, c'est encore très souvent des femmes, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore un peu des biais dans la médecine, notamment en neurologie, chez les femmes. Donc c'est vrai qu'on est souvent quand même longtemps en errance médicale, et du coup, il y a vraiment ce soulagement quant à les réponses, quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, au-delà du handicap, sont parfois dans des errances médicales et qui ont justement des problématiques avec ça parce qu'elles ne savent pas trop comment se positionner. Comme tu dis, hein, toi on t'a dit ah, mais c'est parce que tu grandis, parce que ci, parce que là. Et d'autres, on va leur dire parce que c'est dans leur tête. Et au final, je pense que ça peut résonner dans un autre penchant, mais avec d'autres personnes par rapport à cette idée-là. Dans le handicap, certains se sont rendus compte en regardant les Paralympiques, ou peut-être le savaient déjà, mais c'est assez classifié. Est-ce que justement, brièvement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors en fait, les bases du sport paralympique, c'est qu'on cherche l'équité au niveau des athlètes pour que celui qui gagne, ce ne soit pas celui qui est le plus faible handicap, mais celui qui a le plus travaillé techniquement, physiquement, mentalement, etc. Donc pour ça, en fait, on va classer les athlètes dans des classes qui permettent à peu près, parce que ça reste compliqué d'avoir une équité parfaite, hein, évidemment, parce qu'il y a tellement de handicaps, mais voilà. Donc on essaye d'avoir des classes pour que les compétitions soient équitables. Donc du coup, il y a un processus où on va déjà envoyer notre dossier médical. Ensuite, on va être évalué par des personnes qui sont formées sur ton sport, parce que chaque sport a un petit peu ses critères minimums de handicap, ses handicaps éligibles, etc. Il y a des sports comme le judo, c'est que pour les malvoyants et les aveugles. Il y a des sports comme l'athlétisme où il y a absolument tous les handicaps, donc moteurs, sensoriels et mental, par exemple. Et donc, du coup, voilà, on va passer devant un panel de classificateurs qui sont souvent soit des kinés, soit des médecins du sport qui ont été formés, qui vont évaluer tout handicap cliniquement et comment ça se répercute sur ton terrain, sur ta piste, etc. Et qui derrière vont te mettre dans une classe où tu vas du coup concourir contre des athlètes qui ont des limitations similaires, pas forcément le même handicap. Moi, je peux jouer avec des filles qui sont amputées, par exemple, mais qui du coup, les conséquences de leur handicap fonctionnellement ont été estimées que du coup, voilà, c'est équitable quand ces deux athlètes jouent l'une contre l'autre, quoi. Ok. Et à quelle fréquence ces classifications elles sont établies? Alors, ou plutôt à quelle fréquence l'athlète est mis dans une classification? Alors en fait, il y a une première classification quand tu rentres dans ton sport et que tu commences ta première compétition. Donc pour pouvoir participer, il faut obligatoirement passer par cette classification. Et derrière, ça va dépendre des handicaps. Par exemple, généralement, un amputé, il fait une classification et puis voilà, c'est à vie. Parce que bon, voilà, ça va pas changer. Pour d'autres handicaps qui peuvent être évolutifs, on peut avoir par exemple une classification pour
1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est les classificateurs qui décident en fonction de, voilà, s'ils estiment que le handicap peut évoluer d'une manière ou d'une autre, que ce soit vers une amélioration ou vers une désamélioration. Ouais, une régression. Une régression, voilà. Donc ça dépend vraiment des sports. Il y a des sports qui ont des politiques hyper strictes là-dessus. Je pense par exemple au paraski, où les neuros passent quasiment en classification tous les ans, jusqu'à ce que les classificateurs, après 5 classifications, voient que c'est vraiment toujours les mêmes répercussions, où là, ils peuvent mettre une classification définitive. Il y a des sports qui sont un peu plus conciliants sur le sujet et puis font confiance parfaitement à la médecine. Et oui, un handicap neuro, une maladie neurodégénérative, au pire, elle va dégénérer, mais elle va pas s'améliorer. Donc ça dépend vraiment. On peut avoir un statut qu'on appelle confirmé, et donc là, c'est à vie, ou un statut fixed review date. Et là, du coup, en fait, à telle date, il faut que tu repasses. Et par contre, si tu as une classification confirmée, donc ce qui était mon cas avant, mais que ton handicap s'aggrave, tu as le droit de redemander en apportant des preuves médicales que ton handicap a évolué et que du coup, il faut que tu sois revu. D'accord. Ce qui est intéressant, parce que tu vois, tu disais que c'était en fonction de la fédération et de la discipline. Moi, dans ma logique, ça serait plutôt en fonction du trouble. Parce que j'imagine, ce n'est pas du tout ma spécialité, hein, mais qu'il y a des troubles qui ont tendance à plus ou moins évoluer et d'autres qui sont plus stables dans la classification des troubles du handicap. C'est ça. Donc, c'est vraiment, en fait, chaque fédération a la main sur. En fait, c'est même pas la fédération, c'est les classificateurs eux-mêmes. C'est des personnes qui classifient. Le chef classificateur, c'est lui qui a le dernier mot. Mais voilà, les fédérations ont un peu leur politique générale, on va dire, sur le sujet, quoi. Et donc toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta classification et en quoi ça correspond ? Alors aujourd'hui, ma classe, c'est SL3, donc ça veut dire Standing Lower 3. Oui. Donc ça veut dire les handicapés qui jouent debout, mais qui ont un handicap des membres inférieurs. Et 3, ça veut dire qu'on a un handicap majeur au niveau de ces membres inférieurs. Donc du coup, en fait, on joue sur demi-terrain, sur un terrain de bad, parce qu'on ne peut pas courir sur un grand terrain du fait de notre handicap. Et donc du coup, voilà, on peut avoir... comme je te disais, des filles qui sont amputées fémorales. À l'inverse, des filles qui sont amputées, par exemple, tibiales, elles vont être en SL4. Donc, pareil, des joueuses qui jouent debout, mais avec un handicap moins important, qui jouent sur un grand terrain. Donc ça, c'était ma classe avant, jusqu'en 2025. Et donc, voilà, ça se classe comme ça. Aujourd'hui, je joue sur demi-terrain avec un handicap majeur. Et toi, ta perception, qu'est-ce que les valides sous-estiment sur justement, quand ils te regardent jouer, sur tes capacités? Est-ce que ça va être plutôt sur la vitesse d'exécution? Est-ce que ça va être plutôt sur la perception du jeu? Est-ce que ça va être sur ta gestion de l'équilibre? Disons qu'il y a les valides qui connaissent le badminton et qui, eux, vont avoir un regard vraiment technique, etc. et qui voient bien que c'est la vitesse de déplacement et l'équilibre. Effectivement, c'est vraiment les deux choses. Et puis après, il y a les valides qui ne connaissent pas le sport et qui vont juste globalement voir que c'est différent, que oui, on joue sur demi-terrain, que peut-être ça se match moins fort, qui vont avoir une vision un peu plus comme ça. Et puis après, il y a les valides qui dénigrent et qui trouvent ça rigolo, des handicapés qui font du sport ou qui disent ça joue pas et puis de toute façon, nous, en tant que valides, on est meilleurs qu'eux, alors ce qui n'est pas du tout le cas pour le coup, parce que même moi, jouant sur demi-terrain, je bats quand même beaucoup de joueurs valides de mon club. En interclub, je joue contre des valides et pourtant, j'ai quand même un niveau fédéral qui est ce qu'il est. Donc, il y a un peu tous ces différents regards. Mais qui est très représentatif un peu de ce qui se passe dans la société. Hein. Donc ouais, c'est assez marrant souvent de voir les réactions et notamment de discuter avec des joueurs valides qui parfois disent c'est genre le déséquilibre, parce que moi je suis beaucoup dans le déséquilibre, mais en fait ça m'aide à des fois aller chercher des volants. On se dit wow, c'est pas possible, et puis en fait j'ai le haut du corps qui part en avant et puis je m'appuie sur ma raquette pour revenir et du coup ouais.
Il y a une phrase que tu as dite qui est intéressante et qui a été dite au préalable sur ce podcast, mais c'est un vieux podcast, c'est l'épisode numéro 2 avec mon collègue Adrien Cabon qui est prépa mental. Il a dit comme toi que être athlète de haut niveau, c'est diriger une entreprise, c'est être chef d'entreprise. Et selon toi, quels sont un petit peu tes départements de ton entreprise personnelle? Alors, il y a tout ce qui est la partie vraiment sportive, donc l'entraînement, avec la gestion évidemment du planning des entraînements, de trouver les gymnases. Ça, c'est souvent très compliqué. Donc, il y a toute cette partie logistique autour de l'entraînement. Alors, évidemment, trouver un coach à la base. Donc, il y a aussi cette partie ressources humaines, donc de s'entourer, coach, prépa physique, prépa mentale, psychologue, diététicien, en fonction de tes besoins. Il y a évidemment toute la partie purement comptable avec la gestion de ton budget, trouver les sponsors, établir ton budget de saison pour savoir combien tu as besoin, comment tu vas trouver ça. Toute la partie vraiment purement comptable avec les factures, les déclarations, tout ce qui est fiscal, etc. Comme n'importe quelle entreprise, parce que littéralement, on a une entreprise pour gérer tout ça. Et puis derrière, j'ai la partie communication qui est super importante parce que littéralement, notre entreprise, en fait, c'est notre image, c'est notre nom, notre prénom et notre image. Donc, il y a tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Et puis, il y a la partie vraiment administrative, je ne sais pas trop comment dire ça, mais vraiment la recherche purement de sponsors qui prend énormément de temps avec... c'est envoyer des centaines d'emails, cibler des entreprises, derrière trouver qui est le responsable marketing, communication ou le directeur. Et c'est vraiment beaucoup de temps passé comme ça sur LinkedIn, sur Google, etc. pour derrière contacter les personnes, démarcher et donc faire tout ce travail vraiment derrière un ordi et qui prend des heures, quoi. Donc ouais, voilà, c'est tout ça. C'est pas que du badminton, malheureusement, on a surtout beaucoup de choses à côté, quoi. Et en parallèle de tout ça, donc on a parlé de la classification avec la fréquence, tout ça, mais j'imagine que tu as forcément des contraintes médicales, que ce soit avec des médecins, que ce soit, comme tu le disais, avec des confrères et des consoeurs kinés. Justement, à quel point ces contraintes, elles vont structurer ta vie, ton programme sur le moyen long terme? Ouais, moi c'est vrai que j'ai pas mal de contraintes médicales avec pas mal de rendez-vous réguliers j'ai des toxines botuliques, donc tous les 3 mois, il y a les rendez-vous neurologues. Moi, tous les ans, quasi, je fais 2 mois de rééduc en hôpital de jour. Donc, c'est vraiment de la planification sur du moyen terme. Je sais qu'il y a tel moment, j'ai la rééduc. Donc, j'ai beaucoup de chance, c'est que mon MPR et mon centre de rééduc connaissent mon statut, mes contraintes. Donc, ils essayent de faire au mieux pour que ça corresponde avec mes entraînements, etc. Mais vraiment, je dois vraiment planifier mes entraînements autour de ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, dans notre système de santé, c'est assez compliqué d'avoir des rendez-vous, etc. Donc souvent, tu reçois un courrier du CHU, tu as une IRM tel jour, telle heure, t'as pas le choix, tu peux pas décaler, tu peux pas choisir, tu peux pas dire non, j'ai entraînement. Donc moi, vraiment, j'organise absolument tous mes entraînements et un peu toute ma vie sportive autour de ça. Et c'est un peu un jeu de Tetris sur l'emploi du temps de la semaine pour pouvoir caler les trucs et que tout corresponde au mieux sans manquer trop d'entraînement non plus, parce que c'est quand même la base de la performance aussi, c'est de pouvoir s'entraîner, quoi. Oui, ce qui est d'une certaine manière atypique, parce que quand un athlète valide, il a une IRM ou ce genre d'examen complémentaire, c'est qu'il est blessé. Et c'est que par définition, il ne pratique pas. Alors certes, il aura sûrement des rendez-vous avec kiné, avec médecin, etc. Mais ça s'agence, mais il n'y a pas cette donnée performance qui est encore présente sur la partie. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, moi, c'est au long cours, c'est tout le temps, à côté de l'entraînement, qu'il y a toutes ces contraintes médicales qui sont purement liées au handicap, quoi. Ouais.
Et justement, pour rebondir sur le terme de handicap, on a beaucoup parlé de ton trouble moteur, celui qui fait qu'aujourd'hui tu es parabadiste. Il y en a un second et qui est d'une certaine manière dit comme un handicap invisible, mais qui a pour autant son importance, c'est l'autisme. Et tu dis que souvent, l'autisme te coûterait même plus d'énergie que ton handicap moteur. Concrètement, comment ça se traduit dans ton quotidien d'athlète et même, j'ai envie de dire, même sur une journée de match? L'autisme, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui est quasi tout le temps en train de m'handicaper parce que l'autisme, c'est vraiment assez complexe dans la mesure où ça va impacter un peu chaque petite brique de ma journée. Sensoriellement, c'est très compliqué avec le bruit, la lumière, le contact physique, au niveau de la nourriture. Donc, on se rend bien compte que du moment où je me réveille le matin jusqu'au moment où je me couche le soir, je suis assaillie par toutes ces choses sensorielles. Il y a toute la partie interaction sociale qui me demande beaucoup d'énergie. Parce que vraiment, parler, interagir, je dois vraiment le penser. Et vraiment, c'est pas naturel. Donc, c'est vraiment beaucoup de préparation en amont. Enfin, littéralement, quand j'ai des interactions à venir, voilà, je suis dans ma douche en train de répéter des dizaines de scénarios sur qu'est-ce que l'autre personne pourrait dire et comment, enfin, vraiment de se faire des dizaines de plans pour être prêt à interagir comme il faut. Ça me coûte beaucoup d'énergie, voilà, d'être en interaction sociale, etc. Donc, quand je m'entraîne, par exemple, au Krebs, on est 8 athlètes para à s'entraîner. Puis à côté, il y a les jeunes du pôle espoir. Donc ça fait tout de suite beaucoup de gens. Parfois, on va mettre de la musique pendant l'entraînement. Donc là, hop, ça me rajoute un truc. Donc c'est tout le temps. Voilà, tu prends les transports pour aller à l'entraînement. Pour n'importe qui, les transports, voilà, c'est l'enfer. Mais du coup, ça l'est encore un petit peu plus pour moi parce qu'avec mon autisme, c'est compliqué. Donc il y a vraiment tous ces aspects de mon quotidien qui sont impactés et du coup forcément ça impacte mon quotidien sportif parce que voilà, pour performer il faut que tout soit au top. Si tu veux devenir le meilleur du monde, basiquement être sportif de haut niveau c'est devenir le meilleur du monde. Pour être le meilleur du monde il faut que tout soit au top tout le temps et c'est vrai que du coup mon autisme va vraiment impacter énormément ça en compétition. Il y a évidemment toute la fatigue du voyage, mais derrière, j'arrive dans un pays où généralement, j'aime rien manger parce que je mange très peu de choses parce que voilà, j'ai une grosse hypersélectivité alimentaire. Donc, faire un championnat du monde quand tout ce que tu manges, c'est des frites, c'est clairement compliqué. Donc, voilà, je vais, dans la mesure du possible, choisir mes destinations de compétition parce qu'il y a des pays où je sais que ça va être juste l'enfer. Mais parfois, voilà, il y a un championnat du monde qui est au Japon. Je vais pas dire, non, j'y vais pas parce que je vais rien manger. Non, il y a des compètes où je suis quand même obligée d'y aller. Et là, du coup, c'est compliqué pendant la compète. Mais du coup, voilà, il y a tout ça qui amène énormément de fatigue. C'est vraiment la fatigue qui impacte énormément mon quotidien, mes entraînements. Donc, je dois vraiment ajuster tout ça par rapport à tout ça, quoi. Et puis en fait, on se rend compte que ton autisme, finalement, il impacte tous tes sens. Et il y a on dit que la performance se joue dans les détails. Et toi, il y a un passage dans ton podcast qui m'a vraiment marqué. Il y a une histoire de chaise au JO. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, les chaises où on s'assoit au changement de côté, au changement de set, au jeu, elles étaient en velours. Et en fait, sensoriellement, pour moi, c'était horrible parce que c'est une matière que je supporte pas. Et non seulement je supportais pas la matière, mais en plus, c'était vraiment immonde parce que tout le monde s'asseyait dessus avec la transpi. Et du coup, derrière, tu t'asseyais en plus sur de la transpi dans du velours. Et vraiment, c'était horrible. Honnêtement, c'était pas cool pour tout le monde, mais vraiment pour moi, c'était horrible. Donc, je posais ma serviette en dessous. Et je me rappelle de ce petit détail où mon coach avait dit à l'organisation, mais les chaises en velours, parce qu'on les avait vues du coup pendant l'entraînement officiel. Et déjà là, on s'est dit, waouh. Et donc, mon coach avait fait remonter. Et leur gars avait dit, les Olympiens, donc, qui avaient fait la compétition 3 semaines avant,
les Olympiens nous ont pas fait remonter le souci, quoi. Les chaises, elles vont bien. Et on était là, ouais, mais les Olympiens, en fait, ils s'assoient pas au changement de côté. Genre, eux, ils restent debout. Et du coup, les paras, c'est eux qui utilisent les chaises. Et du coup, ça nous avait fait beaucoup rire parce que c'était tellement, en fait, le décalage, de ne pas avoir pensé que, oui, les Olympiens, ils se sont pas plaints parce qu'en fait, ils n'ont pas utilisé les chaises, quoi. On parlera justement de ce système et ouais, effectivement que les valides ne pensent pas forcément à tout. Mais avant ça, j'aimerais qu'on reste encore un petit peu sur cette partie de l'autisme parce que on a bien vu à quel point ça t'impactait, on va dire négativement dans ta vie, dans ta perf. Mais finalement, j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, mais que ça influence aussi positivement, potentiellement, sur ta rigueur, sur ton rapport à l'entraînement, comme je le disais dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est ça, je vais avoir quelques avantages par rapport à mon autisme. Donc, le premier avantage, c'est que vraiment quand j'ai une passion, donc, qu'on appelle pour le coup des intérêts spécifiques dans l'autisme, parce que c'est plus que des passions, c'est vraiment le truc plus qui va même parfois être tellement fort que ça peut impacter négativement ton quotidien, parce que tu peux passer 12 heures à faire un truc et t'oublies de manger, de boire et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai un intérêt spécifique, je vais vraiment pouvoir me projeter à 200% dedans. Et souvent, on entend par exemple les sportifs de haut niveau dire oui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de week-end, on ne peut pas faire de sortie, on est vraiment tous les jours à l'entraînement. Moi, c'est quelque chose qui ne m'impacte pas du tout. Je suis hyper contente de faire du badminton. Vraiment, quand j'ai des périodes de repos, alors j'en ai vraiment besoin, mais je me dis toujours, il y a toujours une partie de moi qui est là, j'aimerais être encore sur le terrain. Donc je peux vraiment déjà me dédier à 100% à un truc sans avoir ce côté sacrifice. Pour moi, c'est pas un sacrifice que ma vie soit aujourd'hui totalement tournée pour le sport à 200% et que tout soit cadré, calculé pour la performance. C'est vraiment pas un sacrifice parce que j'aime ça. Et puis, mon cerveau apprend vite sur ce que j'aime faire. Donc, parfois, mon coach il va me montrer un truc technique. Et puis, vraiment, en une demi-heure, c'est acquis ou quasi acquis. Donc, je peux aller très vite là-dessus. J'apprends énormément, notamment avec mes sens. Parce que du coup, comme je suis très sensible, c'est un désavantage. Mais de l'autre côté, mon coach, il va m'envoyer des vidéos de trucs techniques qu'on bosse. Moi, je vais la regarder en boucle pendant 2 heures le soir. Puis le lendemain, j'arrive à l'entraînement, j'ai jamais fait le truc. Et je sais le faire. Parce que mon cerveau, il a appris, il a intériorisé. Et puis du coup, ou alors, au niveau du son, parfois, mon coach, il va m'expliquer un geste en me faisant un bruit, un rythme. Et du coup, je vais réussir à reproduire le geste technique à partir du son qu'il a fait pour reproduire le rythme du geste. Donc ça va être des petits trucs comme ça qui vont me permettre de gagner des petits détails techniques un peu facilement. Parce que d'un côté, je ne peux pas m'entraîner 2 fois par jour comme les autres. Mais de l'autre, je regarde 1 heure en boucle un Reels de 10 secondes sur Instagram. Et puis le lendemain, je sais faire le geste, quoi. Et tu vois, pour faire le parallèle avec les athlètes valides et même potentiellement amateurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément même la capacité d'enchaîner les entraînements, juste parce qu'ils n'ont pas les capacités athlétiques et physiques. Mais pour autant, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres portes d'entrée. Et je pense qu'en tant que professionnel du sport et de la santé, ou de la santé, on peut se dire, OK, il y a d'autres voies en fait qui amènent à une performance X ou Y en fonction des objectifs. Tu parlais de repos, même de semaines de repos complet. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison? Quand est-ce que tu vas le placer? Et voilà, comment tu t'y prends, quoi. Ouais, alors déjà dans ma semaine d'entraînement, je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, je suis en repos et après je m'entraîne jeudi, vendredi. Alors ça, c'est aussi très lié à malheureusement ma logistique d'entraînement. En fait, j'habite à 2 heures de transport du lieu où je m'entraîne.
parce que moi je vis vraiment à la campagne, encore une fois avec mon autisme je dois vivre au calme et tout, sauf que du coup c'est compliqué de s'entraîner quand on habite en pleine campagne, donc il faut que j'aille en ville pour m'entraîner. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de transport, donc fatalement ça amène de la fatigue et c'est pas forcément idéal de tous les jours enchaîner. Donc déjà le mercredi c'est mon jour de repos. Aussi parce que j'ai besoin, comme on disait tout à l'heure, socialement de voir personne. Donc voilà, le mercredi déjà, ma semaine, elle est coupée en deux, où je vais plus faire de la prépa physique à la maison, donc toute seule avec mon préparateur physique qui m'envoie un programme que je vais faire moi-même. Et puis ça va être autour des compétitions. 2 semaines avant une compétition, je vais avoir une semaine complètement off pour vraiment ressourcer mon énergie mentale, sociale, physique pas forcément, parce que c'est pas forcément ça le problème, parce que sur cette semaine-là, je vais aller faire du VTT ou de la prépa physique à la maison, mais ça va être vraiment de pouvoir récupérer toute cette énergie sociale que j'ai perdue pendant les semaines d'entraînement pour avoir vraiment un repos mental qui est profond, qui est hyper important pour moi. Donc ça, c'est une semaine de repos complet, 2 semaines avant une compète. Comme ça, je recharge les batteries, je repars pour une semaine d'entraînement juste avant la compète, et après, il y a la compète. Et après, quand je reviens de compétition, c'est pareil, j'ai une semaine complètement off, parce que les compétitions, ça me demande tellement que là, même si je voulais, en fait juste, je ne peux pas. Déjà, là, voilà, je reviens des championnats d'Europe, et là, je fais quelques médias hier et aujourd'hui. Ça me demande vraiment énormément. Et là, je vais avoir 4 jours où littéralement je vais dormir. Mais quand je dis que je dors, c'est que je peux dormir 16-18 heures par jour, quoi. Donc voilà, j'ai cette semaine-là, après la compète, vraiment de repos. Parfois même, si j'ai besoin, je vais prendre 10 jours ou 2 semaines, ça peut arriver, pour vraiment pouvoir récupérer l'énergie que j'ai vraiment perdue sur la compète, quoi. Et tu as poussé le truc encore plus loin l'hiver dernier, pardon. Tu le disais, tu es aussi snowboardeuse. Et c'est assez intéressant de voir comment tu as tourné le truc. J'aimerais savoir en fait qu'est-ce que ça t'a appris sur ta performance et même sur toi-même d'un point de vue plus général. Ouais, c'est ça, l'hiver dernier, en fait, après les Jeux, donc j'ai pris du repos évidemment, mais j'ai assez vite eu le besoin de reprendre le badminton, un peu comme on disait avant, parce que j'aime le badminton, donc j'ai eu besoin de retourner au bad. Mais c'est vrai qu'arrivé en décembre, j'ai eu, je pense, le contre-coup de toute la qualif, comme on disait, des Jeux, et j'ai eu vraiment la grosse baisse d'énergie, grosse difficulté mentale, et là, j'ai vraiment eu besoin de couper. J'ai eu la chance de pouvoir aller en vacances à la montagne chez ma meilleure amie, et puis ce qui devait être juste 2 semaines s'est transformé en 2 mois et demi de coupure, où du coup j'ai fait du snowboard. Alors au départ, juste sport d'hiver, vacances, loisirs. Et puis mon amour pour la compétition a assez vite repris le dessus, parce que je me suis dit pourquoi pas découvrir le para-snowboard en tant que sport. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça me plairait ou pas? Parce que c'est totalement différent. Faire du freeride sur les pistes ou aller passer des piquets, pour le coup, c'est pas du tout le même sport, quoi. Et donc du coup, voilà, de base, c'était un peu par curiosité, par un petit challenge à côté de ma récupération mentale, on va dire. Et puis, ça m'a super plu. Je pensais vraiment pas aimer passer des piquets et aller le plus vite possible, parce que moi, c'est vrai que voilà, quand je suis à la montagne, j'aime pas forcément aller vite, j'aime pas trop les pistes noires, j'aime la balade sur mon snowboard, quoi. Donc, je pensais pas que ça allait autant me plaire de devoir apprendre vraiment les trajectoires et tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait le circuit de Coupe de France. Et puis, en fait, j'ai vraiment découvert, notamment en fait, au niveau mental, pas au niveau psychologique, vraiment au niveau mental, la partie mentale sportive. J'ai découvert un autre monde, parce que là, on est entre le bad et le snowboard, on est sur 2 disciplines qui sont totalement différentes, donc physiquement, etc., mais du coup, mentalement aussi. Et en fait, je me suis retrouvée à développer du coup des capacités mentales qui sont totalement opposées au bad, mais qui en fait du coup sont complémentaires et qu'on n'a
pas forcément l'occasion de bosser quand tu fais que du bad tous les jours. Et qui là, du coup, ouais, vraiment m'ont ouvert des perspectives que j'ignorais en plus, parce que pour le coup, moi, la partie mentale au bad, c'est mon point fort. C'est vraiment quelque chose... on a toujours à apprendre et à s'améliorer, mais pour le coup, c'est la partie de ma performance qui est quand même la plus développée. Donc, je pensais pas qu'il y avait encore autant de trucs à apprendre sur la dimension mentale sportive. Et du coup, en plus, ça m'a vraiment super plu de découvrir des nouveaux trucs et de me dire que de faire totalement autre chose, ça peut carrément m'aider pour le badminton, quoi. Et physiquement, il y a des choses qui t'ont aidé, peut-être sur la gestion de l'équilibre Ça a été vraiment sur l'endurance. En fait, les entraînements de snowboard, en gros, je sortais 2 heures. Et puis, c'est de la résistance, en fait, parce que c'est un peu tout le temps les mêmes mouvements, mais du coup, t'es tout le temps debout. Donc, c'est très différent du bad où on est sur un peu de l'explosivité, etc. Donc, j'ai quand même développé une capacité d'endurance sur mes jambes qui était un peu plus développée qu'au bad, mais différemment, parce qu'en fait, on ne travaille pas du tout les mêmes groupes musculaires. Et du coup, pour le coup, ça a vraiment développé mes quadris et mes fessiers, qui sont quand même assez faibles de base. Et ça a vraiment développé, pour le coup, en termes de puissance. Et c'est vrai que quand je suis revenue sur un terrain de bad, j'ai tout de suite senti. Ça m'a vraiment aidé. Et puis, il y a eu un petit peu la partie sur les bras, puisque ceux qui font du snowboard le savent, on est toujours le cul dans la neige et puis on doit toujours se relever pour partir. Et du coup, de tout le temps pousser sur les bras, moi j'ai très peu de triceps, surtout à gauche. Et du coup, ça m'a vraiment, ça a quand même vraiment développé ça. Et ce qui du coup sert beaucoup au bad pour l'équilibre, à la frappe, etc. Donc ça a été hyper complémentaire aussi physiquement, ouais. Tu avais eu cette phrase assez forte, comme on le disait, sur donc tes 2 handicaps. Il y en a un qui est reconnu, mais aujourd'hui, le mouvement paralympique ne reconnaît pas l'autisme. Tu disais que l'autisme n'existait pas pour eux. Sur quoi tu veux que le système bouge potentiellement dès demain? Est-ce que ça serait plutôt sur la notion de classification? Est-ce que ça serait plutôt sur la notion de formation des staffs? Est-ce que ça serait potentiellement sur l'aménagement des sites? Parce qu'on a vu à quel point ça pouvait te perturber. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent et qui doivent être améliorées à mes yeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement paralympique, il a beaucoup de challenges parce que les classifications, on le sait, c'est pas simple. C'est assez compliqué de garantir l'équité, comme on disait. Alors leur mission, elle n'est pas facile, mais à côté de ça, on reste beaucoup sur des personnes valides qui prennent des décisions pour des personnes handicapées et qui ont ces biais qui sont liés au système médical, aux avancées médicales actuelles. Alors, ils ne sont pas 100% à blâmer, mais c'est vrai qu'on voit des choses qui sont très regrettables. Et pour le coup, je suis touchée de près parce que ma meilleure amie, on a fait les frais. Elle a été refusée en classification sur des motifs totalement lunaires et qui ont eu un très fort impact parce que quand tu as été valide, sportif de haut niveau, que derrière tu veux te reconstruire par le parasport et qu'on te dit tu peux pas prouver ton handicap alors que tu peux plus marcher, c'est quand même très violent. Faut savoir que ces décisions, elles ont des impacts réels sur des vies. On n'est pas que des numéros de dossier où on peut lire un rapport de neurologue et dire non. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que ces gens prennent conscience que le parasport, c'est pas juste on fait du sport et puis c'est cool. C'est souvent des projets de vie, des projets de reconstruction qui sont vitaux pour certains athlètes. Et donc, il serait peut-être temps d'un petit peu sortir de ces biais qui, en plus, notamment, une fois de plus, touchent beaucoup les femmes. Mais j'ai conscience que c'est pas simple parce que c'est aussi l'état de la médecine actuelle et puis tout est lié parce qu'eux, ils évaluent évidemment des dossiers médicaux.
Donc j'ai conscience que c'est pas simple, mais j'ai aussi conscience qu'il y a des décisions qui sont prises en dehors de tout bon sens, notamment là avec les nouvelles règles de 2025 au niveau des classifications, où autant avant il fallait prouver que fonctionnellement tu as un handicap, maintenant il faut prouver que tu as un diagnostic. Quand on voit la difficulté d'accès à ces diagnostics, et encore, là en plus je parle en tant qu'occidental, quelqu'un qui vient d'un pays pauvre, il n'a pas accès aux tests génétiques qui coûtent des centaines de milliers de dollars pour prouver son diagnostic. Donc pour moi, ça va poser quand même des gros problèmes sur l'accès au sport paralympique pour tous, alors que voilà, le mouvement olympique et paralympique à la base, c'est ça. C'est le sport pour tous. Donc pour moi, ça va quand même causer des soucis. Et voilà, je pense que ces décisions, elles sont prises par des gens qui n'ont pas vécu l'errance médicale et qui du coup peut-être se rendent pas compte que ce genre de décision peut être compliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup à faire pour déjà garantir la classification de manière la plus juste possible. Après, il y a toujours ces histoires des handicaps éligibles. Comme on disait, l'autisme aujourd'hui n'est pas éligible au niveau paralympique. Il y a d'autres handicaps qui ne le sont pas non plus. C'est aussi compliqué parce que le mouvement paralympique, il a vraiment une histoire qu'on ne peut pas, entre guillemets, effacer. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à cette histoire qui est qu'à la base, c'est vraiment pour la réhabilitation des blessés de guerre médulaires. À la base, les Jeux paralympiques, c'était vraiment pour les paraplégiques qui ont été blessés à la guerre. Ça a évolué petit à petit, mais du coup, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui ne sont pas pour ouvrir ça à trop de handicaps différents parce que, historiquement, c'était pour tel et tel handicap. Ça, c'est pareil, ça se discute. En fait, c'est aussi très philosophique comme débat. Est-ce qu'il faut ouvrir à plus de types de handicap ou est-ce qu'on garde l'essence même qui était le handicap purement moteur. Derrière, il y a toutes les questions de triche. Si demain, on ouvre une classification pour les autistes, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas avoir 50 valides qui feront des faux diagnostics parce qu'il n'y a pas une IRM qui peut montrer que tu es autiste. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi qui rentrent en compte. Donc, moi, je ne critique pas du tout le fait que c'est pas normal que l'autisme soit pas éligible. J'ai conscience qu'en fait, c'est pas simple et que c'est pas nécessairement un combat aujourd'hui pour moi d'intégrer les autistes. C'est factuel en fait. Pour moi, quand je dis que c'est pas éligible, c'est juste factuel. C'est pas une critique parce que la question elle est compliquée. Et puis il y a la question de purement les Jeux paralympiques, l'accueil des athlètes. Aujourd'hui, il y a un quota de 4400 athlètes. Plus on intègre de handicaps différents, en fait, plus dans chaque classe et dans chaque sport, on va avoir moins de place, moins de quotas pour les Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, la volonté n'a pas l'air d'ouvrir plus de places que 4400. Ça, c'est peut-être ça pour moi le débat, c'est qu'à un moment donné, le sport paralympique, il se développe à mort. C'est de plus en plus professionnel, c'est de plus en plus de haut niveau. Donc quand on voit qu'il y a 16 000 Olympiens, 4400 Paralympiens, il y a peut-être un moment où on pourrait augmenter les quotas paralympiques, peut-être. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est peut-être à voir et à discuter. Donc, quand on voit qu'il y a quand même il y a tellement de contraintes, etc., que c'est vraiment pas facile, en fait, de prendre les décisions et de faire des Jeux paralympiques parfaitement justes, égalitaires, etc., et qui conviennent à tout le monde, parce que ça, je sais qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Factuellement, c'est impossible. Donc, Bien sûr. Mais tu disais qu'à la tête de ces fédérations, tout ça, de ces institutions, c'est aujourd'hui principalement des valides. Dans le sport, après une carrière, souvent, on voit les athlètes qui vont se tourner vers l'entraînement, vers le consulting, voire même parfois vers des fédérations. On a vu des athlètes qui sont devenus ministres. Si toi, admettons qu'à la fin de ta carrière, tu aies un poste aussi haut placé, que ce soit dans le mouvement paralympique ou une fédération en France, qu'est-ce que toi, tu prendrais comme mesure en priorité ?
C'est hyper dur comme question. Bah, déjà, ça dépend quel poste exactement, parce que c'est vrai que si je suis au CIP, donc Comité international paralympique, pour moi, les questions de classification, elles sont hyper importantes. Et je pense que je reviendrai sur cette règle du diagnostic, parce que pour moi, ça va fermer la porte à tellement de gens. Et puis, même de manière tout à fait logique, qu'est-ce qu'on veut sur un terrain de sport paralympique? On veut que fonctionnellement, deux athlètes ils soient équitables. Maintenant qu'il y en ait un qui ait une lésion médulaire hyper visible à tel endroit, ou que l'autre il a eu 20 commotions cérébrales et que du coup ça fonctionne plus bien mais que ça se voit pas sur une IRM, enfin pardon, mais moi je trouve qu'on s'en fout un peu, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, ben, les choses elles vont dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on veut le diagnostic avant le fonctionnel. Donc, pour le coup, je pense que je reviendrai avant tout sur cette règle qui, bah, malheureusement, est très récente parce que c'est de janvier 2025. Donc, ouais, pour moi, ce serait un peu le premier truc à faire, quoi. Ok. Et... ok. Je voulais repartir sur autre chose. Non, on va... Tu avais parlé de sponsoring brièvement, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelle stratégie, toi, tu as pu mettre en place pour trouver des sponsors dans une discipline qui n'est pas forcément ultra médiatisée? Alors déjà, il y a un gros travail de fond sur la communication. Faut pas communiquer que quand tu as une médaille d'or, parce que là, oui, alors, si tu voyais mes stats de réseaux sociaux depuis hier, ça part en montagne, mais en fait, ça va aussi vite redescendre. L'important, c'est vraiment d'avoir une communication régulière et justement, pas seulement, bon, bah, aujourd'hui, techniquement, je travaille le revers. Ça, les gens, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est notre histoire. C'est comment est-ce qu'on est arrivé là, à quoi on fait face comme difficulté, comme les hauts, mais surtout les bas. C'est faux à dire, mais c'est vraiment ce qui intéresse les gens aussi, parce que je pense qu'il y a une vision du sportif de haut niveau qui est waouh et tout, c'est incroyable. Et du coup, en fait, tu te rends compte que quand tu fais un post en disant bah voilà, c'est la galère, ça va pas, là je fais une pause parce que je suis en burn-out, les gens ils se rendent compte que mais ils sont humains. Et en fait, du coup, ça les rapproche vachement de nous. En fait, c'est important de parler de tout ça. Donc, il y a un gros travail de communication régulier sur tous ces aspects. Et du coup, derrière, en fait, c'est un peu un jeu de faire le lien entre le sport de haut niveau, la performance, et la performance en entreprise. Parce que les entreprises qui nous sponsoring, c'est pas par charité pure. Elles sont pas hyper heureuses de juste lâcher 5 ou 10 000 euros comme ça et puis c'est tout. C'est important de pouvoir leur montrer ce que toi tu peux leur apporter en tant que sportif, et du coup voilà, faire ces liens avec la performance en entreprise, le RSE, etc. Et donc moi c'est vraiment là-dessus que je mise pour pouvoir trouver des partenaires. C'est de pouvoir leur montrer ce que ça peut leur apporter à ce niveau-là, quoi. Ok. Milena, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Ah, un athlète ou... Ça peut être un athlète ou quelqu'un qui travaille dans le monde du sport et de la performance. Écoute, je vais te dire Jérémy Janot. Ok. Parce que déjà, il a quand même une carrière incroyable, mais semée d'embûches. Donc au niveau mental, c'était quand même un monstre pour arriver à faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a quand même super réussi sa reconversion, parce qu'il est entraîneur des gardiens de l'équipe de France Espoir. Donc je l'ai déjà entendu sur plusieurs podcasts et il a énormément de trucs hyper intéressants à dire sur son approche de tout ça. Et puis c'est mon idole de jeunesse, donc, donc voilà, quoi. Écoute, franchement, ça serait un plaisir pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Jérémy Janot, emblème de la SSE, gardien emblématique de la SSE. Et moi, c'est un peu toute mon enfance. À l'inverse, parce que je suis lyonnais, mais forcément, tu regardes ce qui se fait de l'autre côté. Mais en tout cas, ça serait un plaisir. Et c'est vrai que j'avais suivi ça, qu'il était entraîneur des espoirs. Donc ça serait avec grand plaisir. Et pour finir, si tu pouvais effacer un seul cliché
que les valides ont sur les para-athlètes, lequel ce serait? Que c'est rigolo. Des handicapés qui font du sport, parce que non, aujourd'hui on est quand même avant tout des sportifs de très haut niveau, avant d'être des handicapés qui font du sport. Donc ouais. Ok, Ça. trop cool. Eh ben parfait, tu as peut-être un petit mot de la fin Franchement, merci, c'était top. Et vraiment, j'adore ton podcast. Donc, grand plaisir d'être là. Et puis, si tu peux inviter Jérémy Janot, ce sera incroyable. On va lui faire passer le podcast. Merci beaucoup, Milena, d'être venue jusqu'ici pour cet épisode. Et merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé cette conversation, si tu as appris quelque chose, et j'en suis sûr, fais-le nous savoir en commentaire, un commentaire auquel on répondra avec grand plaisir. En plus de ça, ce commentaire, il aide énormément le référencement à ce que le podcast se fasse davantage connaître, que cette conversation soit davantage écoutée et que plusieurs personnes puissent avoir les enseignements de Milena. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18 h avec une alternance de podcasts en solo et d'interviews comme ici. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!